Bienvenue sur notre plateau, chers amis. Nous sommes dans notre émission C'est cette famille, vous le savez bien, une émission qui s'intéresse au bien-être de la famille sur notre plateau ici à Espérance TV. Je reçois pour vous Monsieur Jonathan Marie-Louise, thérapeute. Nous sommes très heureux de l'avoir sur ce plateau, chers amis, pour réfléchir ensemble sur les besoins de la famille. Vous le savez bien que chaque famille a besoin d'un accompagnement et nous voulons nous mettre à disposition, sachant que cette émission vous apporte quelques pistes. Nous n'avons pas la prétention de vous donner toutes les réponses, mais nous croyons qu'avec les différents intervenants que nous avons sur ce plateau, pouvoir partager avec vous quelques idées qui devraient vous aider à pouvoir améliorer les conditions de vie de chacune des familles qui nous écoutent. Merci encore de nous accorder ce temps de partage. Ce matin, euh, aujourd'hui, Monsieur Marie-Louise, nous voulons ensemble réfléchir avec vous sur un aspect de la vie familiale aujourd'hui. C'est le lien entre la gestion des réseaux sociaux et la famille. Aujourd'hui, maintenant, nous avons une explosion de l'utilisation de l'outil, téléphone portable et tablettes et autres éléments de ce type. Et maintenant, chaque famille doit pouvoir s'organiser, négocier avec son enfant la gestion de ces différents outils. J'aimerais avec vous aujourd'hui considérer un petit peu comment une famille peut placer un cadre familial pour la bonne utilisation de cet outil qui est très intelligent, qui est très intéressant, que représente le téléphone, mais en particulier les différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Je voulais avec vous donc partager avec vous quelques pistes. Déjà, dites-nous un petit peu, selon vous, est-ce qu'il est nécessaire dans une famille de pouvoir placer un cadre par rapport à ces différents outils que représenteraient alors les multimédias, hein, quels qu'ils soient, ordinateur portable, télévision et maintenant téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, bonjour à tous. Effectivement, je crois que dans la question, il y a des éléments de réponse intéressants, notamment cette notion de cadre. Vous prenez un couteau, il sert à couper du pain, mais malheureusement, il peut aussi servir à tuer. Et là, Je dirais que c'est un peu la même chose. En soi, les outils, en tout cas ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces outils-là partent de bons sentiments, en tout cas en leur utilité, on fait leurs preuves. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir poser un cadre intéressant pour que ces mêmes outils-là qui sont pertinents aujourd'hui ne puissent pas poser de problèmes et parfois des problèmes très graves. De point de vue du moins sociologique, on va parler par exemple de génération Y, de génération Z. La génération Y, ben, à partir des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Alors, c'est cette génération-là qui va un peu grandir en même temps que ces nouvelles technologies, donc l'Internet, le téléphone portable. Et effectivement, cette génération va s'accommoder sans problème, va apprendre à utiliser ces nouvelles technologies. Il y a un mélange en fait entre l'avant, le pendant et entre guillemets l'après. Aujourd'hui, c'est devenu normal pour ces mêmes personnes-là, qui ont une trentaine d'années maintenant, où on a connu par exemple les téléphones à cadran, et puis on a connu aussi les téléphones sans fil, jusqu'au portable, le portable avec les SMS qui étaient sur 2 lignes. Enfin, voilà, au début, les familles, même chose, ben, ça faisait un peu peur parce que c'était nouveau. On a vu le mal et on a vu le diable partout dans ces nouvelles technologies. oui. Et puis avec le temps, effectivement, nous avons un peu apprivoisé. À l'inverse, les générations Z, donc alors à partir des milieux des années 90 jusqu'à nos jours, où ces générations-là ont trouvé ces technologies-là. Et alors, pour les jeunes de maintenant, c'est normal, à tel point qu'il n'est pas concevable de pouvoir vivre sans ces technologies. Tout à fait. Et c'est là toute la différence. Nous avons connu l'avant, donc en fait, on peut se passer d'un téléphone, on peut se passer d'une tablette, ça ne posera pas de problème. Par contre, ces jeunes-là, cette génération-là, la génération Z, elle, ne peut pas concevoir de vivre. Et d'ailleurs, vous direz, mais comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vivre sans ça? Donc, c'est d'abord une question de normes, et c'est intéressant. Vous allez dans certaines populations, certaines populations, tribus même, les gens vivent sans ces technologies et se portent pour le mieux. Ils n'en meurent pas. Voilà, donc c'est d'abord une question de normes, une question de société qui fera qu'effectivement tel élément sera plus ou moins important ou pas. Maintenant, effectivement, tout a des conséquences.
de bonnes et aussi de mauvaises, un portable où l'Internet peut sauver une vie. Je prends l'exemple de cette femme qui se fait agresser et qui envoie un message à quelqu'un qu'elle connaît dans un autre pays et la personne qui le reçoit communique, appelle la police locale pour pouvoir donner l'alerte. Voilà. Ouais. Fantastique. Exactement. Ça permet de sauver des vies, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, effectivement, quand vous avez par exemple une jeune fille qui va voir qu'on a publié une vidéo d'elle dans une position un petit peu embarrassante et qui va mettre fin à ses jours par rapport à ça, là aussi, on se rend bien compte qu'il y a quand même un certain nombre de réalités qu'il faut prendre en considération. Nous n'allons pas forcément aborder aujourd'hui la problématique de la santé parce que effectivement aujourd'hui beaucoup d'études commencent à mettre en avant un certain nombre de conséquences sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. On a constaté des malformations, des douleurs au niveau du pouce parce qu'effectivement on a une utilisation un petit peu accentuée, des problématiques au niveau de l'oreille. Il y a des études qui démontrent effectivement qu'il y a aussi des effets sur le cerveau en fonction de la durée d'exposition. Vous avez des personnes qui deviennent magnétosensibles, vous avez des personnes qui développent des migraines par rapport à tous ces éléments-là. Voilà. Donc en fait, il y a effectivement une prise de conscience à avoir, plutôt une information à avoir sur la réalité, l'utilisation, les conséquences de ces nouvelles technologies, mais surtout, pour ce qui nous concerne de manière plus précise, sur le cadre à poser de ces technologies-là, de la place plutôt de ces technologies-là à l'intérieur de la famille, aussi bien dans l'utilisation, donc l'enfant face à l'utilisation de la technologie, que dans la communication, puisque ces technologies-là, qui sont des outils de communication, donc vont modifier les modes de communication. Et d'une génération à une autre, c'est vrai qu'il y a des choses que, par exemple, les anciens ne vont pas considérer, ils vont dire « ouais, c'est pas normal parce que tout le monde a dans téléphonie, enfin, les gens font pas ». Là aussi, c'est le rapport que nous avons dans ces nouveaux schémas de communication. Vous aurez deux personnes dans une salle, elles vont peut-être plus préférer s'envoyer des SMS plutôt que de se parler. Et elles vont trouver ça comme étant tout à fait normal. Là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça, mais simplement... Ce sont des modes qui sont différents. Comprendre et accepter le fait qu'il y a des modes de communication qui sont différents. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal? Chacun peut avoir son avis là-dessus. Maintenant, le cadre. Alors, par rapport à ça, justement, comment une famille qui prenons un cas type, une famille qui élève 2 enfants, comment peut-elle s'organiser justement par rapport à l'évolution? Le gamin a 2 ans, mais il est déjà intéressé par la tablette, le portable, 5 ans. Quelles seraient les étapes d'initiation, d'ouverture à l'utilisation de ces différents outils? Alors, quelles seraient les étapes? Le premier point, ce serait peut-être celui de la santé. Il y a une réalité aujourd'hui. On va considérer que par rapport à la fragilité de l'enfant, et notamment de sa boîte crânienne, il serait intéressant de ne pas exposer les enfants à ce genre d'ondes, au moins jusqu'à l'âge de 12-13 ans. 12-13 ans? 12-13 ans. Wow. Parce qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, la boîte crânienne de l'enfant étant relativement mince, son cerveau n'étant pas encore complètement abouti, on dira ça simplement comme cela, l'exposition aux ondes, effectivement, pourrait susciter un certain nombre de complications, de maladies. Par rapport au développement du cerveau. Voilà, exactement. Par rapport au développement du cerveau, par rapport à l'apprentissage aussi. Le fait d'utiliser l'écran permet effectivement de développer certaines parties du cerveau au détriment d'autres. Ou par exemple, l'enfant, jusqu'alors, se développait principalement par le jeu, par le contact avec l'autre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pas forcément privilégié dans certaines familles. Et par exemple, on va tout centrer sur ces nouvelles technologies. Donc la tablette, sur l'ordi, sur la télé. Alors ici, je parle de la télé parce qu'en réalité, la problématique, c'est celle de l'écran. Tout à fait. Et là aussi, il faut pouvoir prendre ça en considération. Mais comme c'est un sujet qui est quand même assez complexe, on ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, on peut le faire après. Mais néanmoins, considérer effectivement que voilà, l'écran a des effets sur le développement de l'enfant. C'est une réalité. Les ondes ont des effets aussi sur le cerveau de l'enfant. C'est aussi une réalité. On n'en parle pas forcément, mais c'est aussi une réalité. Donc, principe de précaution, jusqu'à 12-13 ans, éviter l'exposition. Donc, en fait, tout ce qui est téléphone portable, un enfant au-dessous de cet âge-là, il n'y a pas de nécessité qu'il ait... Alors, j'entends les téléspectateurs qui bondissent. Moi, je les vois. Parce que 12-13 ans, écoutez, les enfants, leur premier portable à
à leur anniversaire à 5 ans, 16 ans, ils ont les portables. Quand ils arrivent au cours moyen d'eux, ils ont déjà tous leur portable, en 6e pratiquement. C'est vraiment une réalité qui est complexe. C'est une qualité, c'est sûr, mais comme je dis souvent, l'ignorance nous fait pécher. Ouais. Et certainement, dans 10, 15 ans, on va vous donner de nom à de nouvelles maladies en disant, effectivement, on sait que... Alors, il y a des études qui sortent dans différents pays qui ne sont pas, effectivement, entre guillemets, officielles, reconnues par le ministère de la Santé pour l'instant. Mais effectivement, ces études-là qui permettent aussi d'avoir quand même des champs de réflexion. Et il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent aux conséquences des ondes sur le cerveau. Vous allez sur Internet, vous pouvez en trouver. Là encore, on appliquera simplement le principe de précaution. Il ne s'agit pas de dire, oui, voilà, si celui qui a son téléphone va développer un cancer, pas du tout. Pas ça, mais simplement appliquer le principe de précaution, puisqu'on sait effectivement que de toute façon, les ondes ont des conséquences ou influent certaines réactions sur le cerveau humain. Donc le principe de précaution, l'enfant étant jeune, sa boîte crânienne étant relativement mince et son cerveau pas totalement développé, principe de précaution, 12-13 ans. Moins d'exposition possible. Moins d'exposition possible. Okay. Alors, j'entends par là déjà le téléphone en lui-même, puisque comme il est plus petit, donc il est beaucoup plus accessible, on peut le mettre dans la poche, on peut l'avoir en permanence et ça peut effectivement poser problème. On parlera de la tablette, donc tablette, télé, ordinateur, je mettrai tout ça au même niveau. Même chose, il faut réguler le temps d'exposition devant une télé. Normalement, là encore, des études démontrent que normalement, un enfant de sous de 5 ans ne devrait même pas être devant une télé. Wow. Carrément, il ne devrait pas être devant une télé. À la limite, qu'il y fasse 10, 15, 20 minutes par semaine, ce serait l'idéal. Bon, parce que, effectivement, on peut utiliser l'interactivité pour les jeux, pour ce genre de choses, pourquoi pas, très bien. Mais là aussi, il y a quand même une réalité. Et plus l'enfant va grandir, effectivement, alors on va au fur et à mesure augmenter le temps. Voilà. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre, justement, à toutes ces facettes-là du cerveau de l'enfant d'expérimenter différents modes de développement et pas se focaliser uniquement sur l'écran. L'utilisation de l'écran, donc de l'interactivité avec cet outil-là, effectivement, permet de développer certaines facultés chez l'enfant, très bien. Mais il n'y a pas que ça. Vous observez la nature, vous allez voir que dans la nature, effectivement, c'est principalement par le jeu, par le mimétisme, que l'enfant, effectivement, que le jeune animal plutôt, va se développer, va apprendre des comportements, va observer, va découvrir. Et puis, à l'issue de ça, effectivement, au fur et à mesure, il va se construire. L'enfant, c'est un peu la même chose. Donc, il ne s'agit pas de dire non à ce genre de technologie, pas du tout. Au contraire. Mais attention à la manière dont on va utiliser ça. Dans la famille, il faut prendre conscience d'une chose, c'est le danger. Il y a une réalité face au danger de l'Internet. Vous avez le cyberharcèlement, vous avez tout ce qui est abus sexuel, vous avez la perte du contrôle de son identité sur Internet, à différents niveaux, on va revenir dessus dans un petit moment. Mais vous avez ces réalités qui font qu'effectivement, exposer mon enfant ou plutôt lui confier un outil aussi puissant que celui-là, sans s'assurer de sa maturité en termes d'utilisation, pour moi, c'est une forme d'irresponsabilité. Première notion intéressante, par exemple, tout ce qui est pornographique, c'est accessible. Tout à fait. Vous tapez un mot qui peut-être n'a même pas forcément de rapport à la pornographie, vous allez tomber sur des sites. Vous me direz, oui, mais bon, il suffit simplement de mettre le contrôle parental. Aujourd'hui, les enfants savent faire sauter des contrôles parentaux parce qu'ils l'apprennent à l'école, même si ce n'est pas appris par la maîtresse. Mais c'est appris par les petits camarades, comment faire. Vont montrer comment faire. Les petits copains vont emmener leur tablette, vont emmener leur téléphone portable, vont montrer des choses que vous ne montrez pas chez vous. Donc, en fait, il y a un accès à l'information et parfois de mauvaises informations qui échappent à votre contrôle. Et donc, il est nécessaire de pouvoir justement sensibiliser l'enfant sur un certain nombre de réalités, notamment la pornographie, notamment le harcèlement. Donc, en fait, l'enfant va se faire insulter sur son compte Facebook, sur son compte Twitter. Il faut préparer l'enfant à ça. Et c'est pour ça que je dis, effectivement, un enfant en dessous de 13 ans, il n'y a pas de nécessité qu'il se retrouve avec des comptes Facebook, avec des comptes Twitter. Ça n'a pas vraiment de grand intérêt, à moins que
effectivement, le parent prenne sa responsabilité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux initier mon enfant à ça, mais quand même, je peux insister signe sur, allez 8-10 ans hein, minimum, et pas en dessous. Ou alors, plus simple, en dessous de cet âge-là, le parent a son compte, et l'enfant, effectivement, peut contacter des cousins, des cousines, on peut l'initier à ça à partir de son compte. Voilà. Du compte des parents. Exactement. Donc l'enfant voit comment le parent fait, il voit ce qu'on y fait, à condition de fixer des règles de respect, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, son image, on ne met pas sa photo, ce genre de choses-là. Voilà, j'accompagne mon enfant, effectivement, et là, je m'assure, au fur et à mesure qu'ils grandissent, et donc qu'ils mûrissent, donc qu'ils soient en mesure de faire des choix, de les assumer. Je m'assure effectivement qu'il fait une bonne utilisation de ça, et au fur et à mesure qu'il va grandir, je vais lui confier ces responsabilités-là. À partir de 12-13 ans, l'enfant est déjà dans une dynamique, il arrive au collège, donc effectivement, il va vouloir rentrer dans une autre dynamique sociale. D'acceptation du voilà, groupe. C'est tout à fait normal. Exactement, il va vouloir faire un peu d'imitation, c'est normal. Mais vous considérez avec moi que s'il n'y a pas eu cette préparation, je ne peux pas, du jour au lendemain, l'enfant arrive en 6e, il me dit maman, écoute, voilà, mes copains il faudrait que j'aille, du moins, très bien. Mais si je ne l'ai pas préparé avant, je ne pouvais pas du jour au lendemain lui confier et dire effectivement, tu es devenu grand maintenant, donc je te donne ta tablette, je te donne ton ordi, je te donne ton téléphone, et puis débrouille-toi. Surtout que dans certaines écoles, ça devient un outil dans la panoplie. Tout à fait, c'est un outil pédagogique. C'est un outil pédagogique. Donc, il faut préparer l'enfant. Il faut véritablement le sensibiliser sur les dangers de l'Internet, parce qu'il y en a. Le danger du téléphone, je vous donne un exemple qui est tout bête, le manque de sommeil. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent d'un manque de sommeil parce que, ou alors de difficultés de concentration, parce que justement, ils sont sur leur téléphone ou sur leur ordi jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Ça va poser problème. Parce que, l'exposition à l'écran perturbe le sommeil. Tout à fait. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est vérifié. Voilà. Donc, avec ça seulement, c'est déjà problématique. On va considérer que normalement, pour bien dormir, on devrait se soustraire de l'écran au moins 3 heures avant d'aller dormir. Donc, vous avez déjà perdu 3 heures de sommeil si vous êtes allé vous coucher à minuit avec votre téléphone ou votre tablette. Ajoutez à ça toutes les images que vous avez vues juste avant d'aller dormir. Ajoutez à ça la sonnerie du téléphone parce qu'on vous a envoyé un message, parce que vous êtes sur un groupe sur WhatsApp et les choses comme ça. C'est sûr que la qualité du sommeil devient problématique. Cet enfant-là, le lendemain matin, il va se réveiller. Il ne pourra pas se concentrer à l'école. Il va dormir, manque d'attention. Voilà. Donc, ces réalités-là font qu'il y a nécessité de poser un cadre. L'enfant est petit. Effectivement, ça fait partie de son quotidien parce qu'il apprend à utiliser ces outils-là à l'école. Très bien. Mais ce n'est pas pour autant, effectivement, que je dois l'en exposer à la maison. Je ne vais pas forcément l'en priver, puisque ça fait partie de sa réalité. Mais par contre, on va l'utiliser avec une maîtrise. Donc la maîtrise non pas de l'enfant, mais d'abord celle du parent. D'accord ? Et puis ensuite, au fur et à mesure, je confie, je vérifie. Si je vois que l'enfant, il ne respecte pas les règles que je vais fixer à la maison, on pourrait établir qu'à partir d'une certaine heure, pas de téléphone portable, pas de tablette, pas d'Internet. On peut le considérer. On peut considérer que lorsqu'on est à table, même chose, pas de téléphone. On met tout ça dans un petit panier, tranquille. Pour pouvoir se recentrer sur les liens familiaux. Sur les liens familiaux, exactement. Ce sont des petites règles qui sont simples, mais qui peuvent être utilisées. Beaucoup de parents disent oui, mais bon, si je fais ça, je vais me retrouver dans un conflit, ma fille va m'en vouloir. Et là encore, c'est une question d'éducation. Les règles ne sont pas fixées par l'enfant, sinon il aurait été chez lui, avec sa maison. L'enfant ne travaille pas, donc il n'est pas en mesure d'acheter ni tablette, ni téléphone et consorts. C'est véritablement le parent qui va fixer les règles, donc qui va décider effectivement il y a pas. Maintenant, éduquer, ça implique effectivement que l'enfant n'adhère pas à toutes ces décisions que je vais prendre pour lui. C'est le principe même de l'éducation. Ça veut dire que, oui, si vous dites à votre enfant, voilà, écoute, le téléphone portable, c'est pas avant 15 ans. Si je ne suis pas en mesure d'assumer ça, donc c'est-à-dire que l'enfant puisse le vivre un petit peu mal, si je ne suis pas en mesure d'accepter ça, finalement, ce n'est pas l'enfant qui a un problème, mais c'est moi. Les enfants s'adaptent. Donc effectivement, il va bouder pendant un mois, il va me faire une crise pendant 2 semaines, mais il va s'adapter. Alors, je voulais insister, M. Marius, sur ce que vous venez de dire. Parce qu'en fait, nous sommes là dans cette émission pour la famille, c'est cette famille. Et ce que vous êtes en train de développer ici, c'est
on parle des réseaux sociaux, mais du rôle parental, c'est-à-dire la formation même du parent à ce métier, avec la capacité de poser des cadres. Et ce que vous dites est intéressant parce que c'est pas vécu comme ça au quotidien. C'est-à-dire que beaucoup de familles n'ont pas cette mise en ordre de l'évolution, soit par ignorance, soit par qui ne savent pas, mais on se rend compte que très souvent, le rythme est dicté non pas par le parent, mais par l'enfant. À quel moment j'aurai mon premier portable? Ce n'est pas le parent en fait qui a décidé à quel moment, mais ça a été sous la pression de l'enfant que le parent va finalement abdiquer, et puis c'est tout à fait l'inverse. Et en soi, ça révèle une grosse problématique à l'intérieur d'un foyer comme celui-ci. Vous prenez un gamin de 6-7 ans qui se retrouve avec un iPhone 6-7 et qu'on sort, sans faire de publicité, un téléphone qui va coûter 500, 600, 700 euros, oui, effectivement, il y a un problème. La problématique, c'est pas l'enfant, parce que l'enfant n'a pas forcément cette échelle de valeur. L'enfant voit, il veut, de la même manière que vous allez dans un centre commercial, l'enfant vous dit qu'il veut un sachet de chips, il va faire sa crise parce qu'il veut son sachet de chips. J'ai envie de dire, pour lui, c'est kiff kiff bourrico, c'est exactement la même chose. Il veut, il a vu, il l'a vu à la télé, il a vu les copains, il le veut. C'est à moi en tant que parent de pouvoir poser ces barrières. Comme je vous dis, si maintenant je suis pas en mesure de dire à mon enfant, stop, non, ça suffit, moi j'ai une vision pour toi, tu ne la comprends pas aujourd'hui très bien, c'est tout à fait normal. Je considère comme normal le fait que tu ne comprennes pas là où je veux en arriver avec toi, mais tu vas comprendre plus tard. Si je ne suis pas capable d'avoir cette position-là, en réalité, effectivement, j'ai un problème. Et souvent, j'entends des parents qui me disent, oui, mais en fait, j'ai cédé parce que je ne voulais pas qu'il y ait un conflit. On a beaucoup de parents qui vont idéaliser la relation qu'ils doivent avoir avec leur enfant. Ou alors, je veux un ami, je veux un pote, je veux une copine. Je veux qu'il y ait cette pseudo-complicité entre mon enfant et moi. Donc, en fait, oui, je suis jeune, je me mets un petit peu comme lui. Faux. Et puis il me semble, M. Marie-Louise, le fait que certaines personnes ont véhiculé à certains moments qu'il ne fallait pas interdire. C'est-à-dire que... Tout à fait. À un certain moment, il fallait pas... on a fait croire qu'il ne fallait pas interdire. Au contraire, il fallait l'enfant roi. Il fallait le laisser décider. Aujourd'hui, c'est même personne là qui avait dit qu'il faut le laisser faire un petit peu comme il veut. 10 zut, on a peut-être fait une bêtise. Et il faut recommencer à interdire. Il faut poser des cadres. Le cadre est nécessaire. La frustration est nécessaire au bon développement de l'enfant. Je raisonne un petit peu comme ses parents. Vous ne voulez pas effectivement interdire, très bien. Vous donnez. Donc vous donnez sans poser de cadre. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant avec qui vous ne vouliez pas avoir une relation conflictuelle, eh bien, il va devenir addict. Donc vous aurez plus de problèmes. Il ne va pas pouvoir se concentrer à l'école parce qu'il va dormir un peu. Vous aurez plus de problèmes. Il va fréquenter ou il va développer des relations avec des amis qui seront peu recommandables, ou alors il va avoir des informations qu'il ne devrait pas avoir pour son âge. Vous allez avoir des problèmes parce que il va se droguer, il va peut-être se suicider, ou alors faire un jeu qui va mettre sa vie en danger, bien sûr, parce que on a vu, voilà, il faut se filmer en train de faire une bêtise ou quelque chose de grave. Vous aurez plus de problèmes. En réalité, fuir ses responsabilités dans sa position de parent n'est pas une solution, parce que d'une manière ou d'une autre, même si c'est 6 mois après, 1 an, 2 ans après, vous aurez quand même des problèmes. Le parent, par défaut, c'est le garde-fou. Internet, c'est bien. Le téléphone, c'est très bien. Maintenant, nous avons l'obligation, en tant que parents, de poser un cadre, de nous assurer que l'enfant est suffisamment mature pour maîtriser certains aspects. Je vous donne un exemple. Vous pouvez confier, par exemple, une tablette à un enfant de 8 ans, mais si la tablette, par exemple, il ne peut pas se connecter à Internet. Ou alors, s'il le fait, c'est avec votre autorisation et pendant une durée... Supervision. Exactement, sous supervision, durant une durée bien déterminée. L'enfant, effectivement, je peux lui permettre de manier la tablette. Il y aura peut-être 1 ou 2 jeux dessus. Pas de problème. Donc, il l'utilise, mais jusqu'à une certaine limite, parce que je peux considérer qu'il n'est pas encore mature. Et puis, au fur et à mesure, je vais faire des tests. Je prends l'adolescent de 13-15 ans, à qui je vais dire, écoute, effectivement, tu as un compte Facebook, mais le compte Facebook, c'est moi qui le crée, et les codes, c'est moi qui les ai. Je dois pouvoir quand même avoir un regard dessus. Parce que cet enfant, je prends l'exemple de cette jeune fille, qui va idéaliser la relation amoureuse et qui vit dans un monde qui reste quand même virtuel. Virtuel, tout à fait. Parce que l'image que l'enfant va avoir de celui qui est à l'autre bout de l'écran, elle reste totalement virtuelle. Alors vous avez cet enfant qui va créer son compte, donc il n'a pas reçu ce cadre, qui va rencontrer un étranger,
qui va publier une photo de lui, un jeune tout à fait normal, qui va entretenir une relation virtuelle, une relation amoureuse virtuelle, et qui va proposer un rendez-vous à votre enfant. Sauf que derrière cette image de ce jeune homme qui semble avoir l'âge de votre enfant, ben, c'est un homme d'une 50aine d'années et c'est un pédophile. Votre enfant se retrouve exposé parce que vous ne l'avez pas formé, protégé, voilà, justement, en le livrant tout simplement sur ce réseau social. Ce que je veux dire en réalité, le support n'est pas problématique en soi, donc que ce soit Facebook, WhatsApp, Snapchat et compagnie, Twitter, Instagram et tous les autres. Voilà, ce genre de choses-là. En soi, l'outil n'est pas problématique, puisqu'il sert à des entreprises, il sert à des personnes qui sont totalement équilibrées. En réalité, c'est de pouvoir s'assurer effectivement qu'il y a un cadre qui est posé. Quand, par exemple, un camarade de classe aura pris une photo de votre enfant ou alors fait une vidéo et l'aura publiée en insultant cet enfant, et que votre enfant va se retrouver à faire une dépression, à vouloir faire une tentative de suicide, effectivement, là aussi, vous prenez conscience que si vous l'aviez protégé et éduqué à ça, si vous aviez pris le temps, par exemple, de regarder son compte de temps en temps, vous auriez su, vous auriez dit, tiens, il y a peut-être un problème. Il ne s'agit pas de priver l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, mais il s'agit d'accompagner. C'est-à-dire, effectivement, au début, ben, je vais regarder, et au fur et à mesure, bon, ben, quand je constate que, effectivement, bon, ben, voilà, les moments où je vais regarder, bon, ils vont s'espacer jusqu'à ce que je dise à l'enfant, écoute, maintenant, tu as acquis une certaine maturité, bon, ben, voilà, tu es en mesure d'assumer les choix que tu fais, bon, ben, maintenant, vas-y, fonce. Alors, ce que vous partagez avec nous est vraiment intéressant sur la gestion. Maintenant, la question que je me pose, moi, et un auditeur qui nous regarde, un parent qui n'aurait pas appris ces informations de base de leur parent, comment il fait pour pouvoir, éventuellement, il découvre cette émission, comment il fait pour pouvoir reprendre la main? Il a déjà, bon, l'enfant a déjà l'ordinateur, il a déjà le téléphone portable, certaines habitudes sont déjà prises. Il se rend bien compte qu'il ne contrôle pas. Comment peut-il faire pour que progressivement il puisse réinvestir son rôle parental avec toute la responsabilité que cela comporte? C'est vrai que ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident parce que, bon, il y a quand même une habitude qui a été prise. En fonction de l'âge de l'enfant, ça va être plus ou moins aisé. Donc, si vous avez un enfant en dessous de 8-10 ans, ce sera certainement plus facile à gérer que si vous avez un adolescent. Donc, il y a quand même ces éléments-là à prendre en considération. Ce qu'il faut considérer, c'est peut-être pas forcément la difficulté de la reprise en main, mais plutôt le positionnement du parent. On a eu l'occasion d'en parler lors de l'émission précédente sur le projet parental. À partir du moment où je sais ce que je veux, je sais que ça va impliquer un certain nombre de sacrifices. Ben à ce moment-là, si je suis bien positionné dans ce que je veux, en tout cas dans la direction dans laquelle je veux aller, peu importe ce que ça va me coûter, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Ça veut dire que là encore, ce que je vais risquer, c'est de pouvoir, premièrement, faire un constat. Constat simple, je prends l'exemple de l'enfant qui a de mauvaises notes à l'école. Le parent peut effectivement passer dans la chambre de son enfant à minuit, 1h du matin et constater que l'enfant est en train de chatter à 1h, 2h du matin. Voie de conséquence, il se rend compte que les notes sont en chute libre. Je fais un constat et je dis à l'enfant, voilà, écoute, on peut faire un constat. Et ce constat-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement que tu as de mauvaises notes. Les professeurs disent que tu es affalé sous la table parce que bon, ben, tu sembles manquer de sommeil. Et effectivement, j'ai constaté qu'à 1h, 2h du matin, tu es sur ton téléphone. À partir de maintenant, devant ce constat-là, il nous faut ramener les choses vers quelque chose de mieux, mieux pour ta santé, mieux pour ton éducation. Donc maintenant, voici les dispositions que nous allons prendre pour ton bien. Ces dispositions, ça va être, voilà, si l'enfant avait l'habitude d'avoir son téléphone, c'est sûr que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas le lui enlever comme ça va créer un conflit majeur. Mais par contre, c'est ce que je veux dire, écoute, à partir d'une certaine heure, on va plus utiliser l'Internet, on ne va plus utiliser le téléphone. Ou l'ordinateur portable. Ou l'ordinateur, voilà. Donc ça veut dire effectivement que, bon ben, il faudra mettre ça dans un panier, il faudra nous le laisser. En tout cas, voilà, il faut prendre une position. C'est sûr qu'effectivement, l'enfant va réagir parce qu'en fait, il n'est pas habitué, parce qu'il n'a pas peut-être forcément compris là où vous voulez en venir. Mais comme justement vous êtes là pour ça, c'est pas ce qui est le plus grave. Au fur et à mesure, l'enfant va pouvoir comprendre,
Au fur et à mesure, vous pouvez là aussi mettre en place un certain nombre d'actions, d'activités compensatrices. Effectivement, tu n'auras pas ton téléphone jusqu'à une certaine heure, mais en contrepartie, tu pourras bénéficier d'autre chose, on pourra l'utiliser différemment. Là aussi, bon voilà, comprendre un peu la frustration de l'enfant et l'accompagner dans autre chose. Une fois effectivement qu'on a posé ces bases-là, une fois que la période de contestation sera passée, parce que c'est juste une période de contestation, il faut juste accompagner, expliquer, réexpliquer, réexpliquer encore, que l'enfant puisse être assuré que finalement, si vous allez dans cette direction-là, c'est parce que vous êtes dans une démarche d'amour. Il faut aussi pouvoir reconnaître devant l'enfant sa limite, c'est-à-dire, puisque s'il est arrivé jusque-là, c'est parce que vous le lui avez permis. Il faut pouvoir dire à l'enfant, écoute, voilà, j'avais pris une mauvaise orientation parce que j'avais pas forcément les bonnes informations, j'avais pas forcément bien centré mon projet d'éducation. Voilà, aujourd'hui, effectivement, tu as une nouvelle maman, un nouveau papa devant toi. Nous avons pris de nouvelles résolutions et aujourd'hui, dans notre foyer, voilà, ça va être ça. Et on va ensemble dans une certaine direction. Dans certaines familles, ce sera effectivement plus facile que dans d'autres. Comme je vous dis, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du genre de relation que vous avez avec lui. Parce que, là encore, si vous avez acheté un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour votre enfant, par exemple, pour vous en débarrasser, c'est sûr, donc vous n'avez pas noué de communication particulière avec cet enfant, c'est sûr que vous aurez plus de mal à imposer ce genre de règles-là que le parent qui a l'habitude de communiquer avec son enfant et qui arrive un peu à gérer son autorité, là aussi, sur l'enfant. Donc tout va dépendre de ces paramètres-là, mais en tout cas, rien n'est impossible pour peu qu'on arrive à se remettre en question et qu'on sache là où on veut aller et qu'il y ait une certaine cohérence. Puisque je ne peux pas interdire, entre guillemets, Internet à n'importe quelle heure et par là même autoriser l'enfant à sortir jusqu'à minuit, 1h du matin alors qu'il n'a que 12 ans. Là aussi, c'est considérer le projet du moins global qu'on a sur la famille. Et puis voilà, chaque élément, chaque composante, et notamment l'utilisation de ces nouvelles technologies, pouvoir poser un cadre, des règles pour permettre à l'enfant de se développer. Monsieur Marie-Lise, nous voulons vraiment vous remercier. Ce que vous nous dites là nous montre que ce n'est pas impossible, que le métier de parent n'est pas quelque chose d'impossible et que, pour me répéter, que l'approche du développement de l'enfant peut se gérer, peut s'accompagner avec un parent qui est éclairé, qui se documente et qui prend à bras le corps son projet de développement pour leur enfant. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, juste avant de clore notre émission, quelles seraient les perspectives? Comment vous voyez, comment vous anticipez en tant qu'acteur de l'accompagnement des familles, comment vous anticipez l'évolution des choses dans le contexte de ce monde actuel? Quel serait votre regard sur la réalité familiale, l'utilisation de ces différents réseaux sociaux et compagnie? Comment il y a certaines personnes qui expriment une crainte en se disant que les choses vont aller de mal en pire. Mais quel serait votre regard? Il y a 50 ça, les personnes disaient que les enfants écrivent de plus en plus mal, lisent de plus en plus mal, et ça, on avait attribué à l'Internet, à l'utilisation du téléphone. Avec les fameux SMS, avec ces fameux SMS, voilà, écrits de manière pensée. On avait attribué justement ces lacunes à l'outil. Alors qu'en réalité, il y a une étude là encore qui démontre que ça n'avait aucun rapport. Les enfants savent effectivement faire la différence entre lorsqu'ils écrivent un message et lorsqu'ils écrivent un texte. Effectivement, les lacunes, oui, elles sont là parce que les enfants lisent de moins en moins, se cultivent de moins en moins. Donc effectivement, là, oui, il y a un problème. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que tout ce qui est nouveau, effectivement, et au départ, va être un peu diabolisé. Les nouvelles technologies, elles évoluent en permanence et sur des délais qui sont de plus en plus courts. Donc en fait, il s'agit véritablement d'une adaptation permanente. Il s'agit d'aller dans une direction que nous ne pouvons pas forcément maîtriser parce que l'évolution est constante, elle est rapide. Les outils sont de plus en plus miniaturisés, de plus en plus mobiles. Ils ont une autonomie un petit peu plus grande. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que en réalité, on ira vers ces films de science-fiction où on voyait
technologies avec des hologrammes portatifs, avec le robot partout. On va vers cela. Qu'on le veuille ou non, que ça nous paraisse totalement imaginaire, on va vers cela. Les technologies se développent dans ce sens-là. Donc ça veut dire que ces technologies-là vont prendre une place encore plus grande. Peut-être que demain, ces technologies seront capables, entre guillemets, de penser pour l'homme. Là encore, il s'agit de savoir où on veut aller. La technologie, elle est à disposition. Maintenant, je vais la laisser prendre une place plus ou moins importante dans ma vie. Alors, est-ce que, effectivement, ça fera de moi une personne marginalisée? Ça, je ne sais pas, c'est un choix que le parent devra faire. Mais néanmoins, je ne peux pas aller contre cette avancée technologique, cette notion de modernité. Je ne peux que m'adapter. Maintenant, je vais m'adapter en fixant un cadre plutôt, en fixant des règles. Ces règles, je vais les fixer par rapport à mes principes, par rapport à mon idéologie de la vie, de l'humain, de la relation à l'autre, par rapport à ce schéma de décision que je vais apprendre à construire, plutôt que je vais apprendre à l'enfant à construire. Et tous ces éléments vont faire que je vais accorder une certaine place à cette technologie. La technologie, effectivement, elle est bien, mais tout va dépendre de la place que je vais lui attribuer. Avant, on ne voyait pas l'utilité d'une tablette. Maintenant, ça devient tout à fait normal et utile d'en avoir une. Aujourd'hui, vous allez dans le domaine de la domotique, où vous avez ces maisons connectées. Tout à fait. Aujourd'hui, bon, ça nous paraît un peu superflu d'en arriver à utiliser ces technologies dans nos maisons. Eh ben, de plus en plus, on va considérer comme étant indispensable d'avoir une maison connectée, d'avoir ces appareils connectés, de savoir en temps réel ce qui se passe dans la maison, de pouvoir tout commander à distance et ce genre de choses-là. Ça va aussi pour la voiture. Dans 10 ans, effectivement, ça deviendra indispensable. Donc, on ne pourra rien faire contre ça. Simplement, c'est l'utilisation, c'est le cadre, c'est l'idéologie que je vais développer ou avoir pour ma famille. C'est ce grand cadre, ces grands principes que je vais établir. On en revient toujours et encore à ces notions de principes qui vont faire qu'effectivement, cette technologie-là va être apprivoisée, mais utilisée surtout de manière intelligente par rapport à cette vision que je vais avoir pour moi-même, pour ma vie de tous les jours. Merci, chers amis. Nous avons échangé avec M. Jonathan Marie-Louise dans notre émission C'est cette famille. Vous comprenez bien que notre intérêt, c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur la réalité familiale et nous aider à mieux appréhender les défis et faire en sorte que nous puissions en fait jouer notre rôle de parents, d'éducateurs avec nos enfants. Nous voulons vous remercier d'avoir échangé avec nous ces quelques paroles. Chers amis, nous vous invitons à continuer à aller plus loin dans votre recherche, dans votre démarche d'éducateur, dans votre démarche de parents. Et ce que nous espérons, c'est que cette émission aura contribué à vous aider à créer des familles plus stables, plus équilibrées, des familles qui soient solides et qui permettent aux enfants de se développer, d'être des hommes et des femmes épanouis pour leur vie future. Merci encore d'avoir participé avec nous à cette émission C'est cette famille. Nous vous invitons à rester branchés et vous aurez l'occasion de pouvoir participer aux autres émissions que nous proposons, toujours dans ce même créneau sur l'intérêt par rapport à la famille. Merci et à très bientôt.